Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, nous allons parler de Web3 et de transformation des organisations. Et pour cela, je reçois Flavie Prévost. Bonjour Flavie. Bonjour Anthony. Comment vas-tu ? Très bien, ravi d'être avec vous. Merci à toi d'être venu. Donc tu gères l'intégralité des partenariats dans un collectif dédié au Web3 qui s'appelle Fleet Collective. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Écoute, oui, c'est une idée assez sympa qui a été portée par Marie Robin, la créatrice, que j'ai rencontrée sur LinkedIn il y a quelques mois. D'accord. Notamment parce qu'on postait ou on échangeait des centres d'intérêt Web3, comme quoi ça compte aussi ce dont on parle sur ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est quelques mois plus tard, plus de 450 freelances du monde entier, réunis sur un serveur Discord, qui est l'espace de gestion des communautés du Web3. Tout métier, des développeurs blockchain jusqu'aux designers, en passant par les marketeurs. Et en fait, on aide les entreprises à se lancer dans le Web3 et on aide aussi les collaborateurs à se former au Web3, aux compétences nécessaires dans ce nouvel environnement. Du coup, c'est absolument passionnant et il y a plein de choses qui vont un peu disrupter les entreprises. Alors, tu vas nous en dire plus, mais déjà, ce qui serait bien, c'est que tu nous aides à définir le Web3. On entend beaucoup ce terme-là. C'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc, est-ce que tu peux nous reposer un peu les bases du concept ? Alors, avec plaisir. C'est un sacré challenge. Donc, vraiment, je vous fais pas l'affront de vous faire une super définition extensive, il y a plein de littérature sur ça, venez nous voir chez Fleet, tout ça, mais en gros, pour résumer, le Web 1, c'était le web des institutionnels, seuls les gros acteurs avaient un site et on pouvait lire des articles, c'était très statique, tout le monde pouvait pas coder ses propres pages et tout ça. Le Web 2, c'était l'essor des réseaux sociaux, où on s'est tous dit, ça y est, moi aussi, je peux avoir voix au chapitre, je peux lancer mon blog, puis je peux lancer mon podcast, maintenant, moi qui ai des podcasts, voilà. Sauf qu'il y a un mais, c'est que finalement, nous, on a créé le contenu, mais ce sont plutôt les grandes plateformes qui ont profité des gains à travers la vente de nos données publicitaires, etc. Et en fait, en tant que créateur aujourd'hui, on récupère pas vraiment les gains de ce qu'on produit. Et donc, le Web 3, c'est un peu l'évolution du web vers un web plus décentralisé, vers un web plus partagé, où il y a moins des plateformes hégémoniques, il y a plus, grâce à la technologie blockchain sous-jacente, plus le partage des richesses. En tout cas, c'est l'idée. On va voir tout ce que ça implique. Et cette blockchain, elle permet de nouveaux usages, et il y a plein de technos qui émergent en ce moment, qui vont changer la façon dont on fait du commerce, changer la façon dont on travaille, changer la façon dont on peut se payer. Et donc, tout ce que vous entendez parler en ce moment, quand c'est techno, c'est par exemple les métaverses, les NFT, les crypto-monnaies, ce genre de techno. Mais plus encore que les technos, ce que je vois en étant dans ce milieu, c'est que c'est vraiment un shift culturel. En fait, on assiste à, la société veut avoir voix au chapitre, tout le monde. Donc, c'est vraiment le monde de la décentralisation, de l'hyper-personnalisation. On veut décider par nous-mêmes, on veut pas que des grosses puissances décident à notre place. C'est un peu le retour à l'open source aussi, puisque tout est vérifiable grâce à la blockchain. C'est la promesse d'une transparence retrouvée. Et on sait qu'on a pu critiquer, où vont nos datas, pourquoi je consente à des cookies toute la journée sur des sites, ça va où, etc. Et puis, c'est l'hégémonie des communautés, puisqu'aujourd'hui, avec le Web3, on dit tout est communauté, c'est-à-dire qu'on va se réunir avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes goûts, et on va s'engager avec eux, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Et c'est ça aussi qui va chambouler les entreprises. C'est pas que les technos, c'est aussi les cultures associées. Et c'est pour ça que je pense que ça va être amené à durer. Alors, les concepts que tu évoques, ils sont très dans l'air du temps, donc on a envie de les approprier très très vite. Après, pour ceux, alors toi tu es au centre du réacteur, donc tu vois toutes ces innovations, toutes ces démarches de rupture qui arrivent. Après, pour le grand public, il y a des messages qui sont assez contrastés par rapport à tout ça. Aujourd'hui, quand on entend parler de blockchain, quand on entend parler de crypto ou de métaverse, on peut être parfois dans une perception d'une espèce de mode qui essaie de se lancer un peu au forceps et qui a un peu de mal à trouver ses usages. Toi, comment tu appréhendes ça ? C'est une mode possiblement, ou tu y crois dur comme fer que ça va s'installer, se développer et transformer les organisations ? Je sais pas ce que vous faites, vous qui nous écoutez, qui nous voyez, mais moi je veux vous dire, j'ai un pied dans les deux mondes, parce que tu sais que je suis une ex-dirigeante, j'étais en comité de direction dans une entreprise classique. Donc, on avait des discussions déjà à cette époque sur le métaverse, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour former nos équipes ou pas ? Il y avait déjà un peu des conflits. Alors, il y a des conflits générationnels, il y a oui, on veut pas faire tout en virtuel, tout ça. Néanmoins, je pense que ça va durer parce que je t'expliquais que c'est vraiment des tendances de société qui sont lourdes. Par exemple, l'histoire du métaverse, les gens me disent « Oui, moi, je veux pas vivre dans un métaverse, c'est déshumanisant, etc. »
Alors, je suis désolée, mais moi, je vis déjà dans un métaverse un peu, parce que je suis freelance. Mon bureau, c'est Google Meet. Ma machine à café, c'est LinkedIn. C'est là que je retrouve mes collègues, mes clients, etc. Le soir, je regarde Netflix. Donc, en fait, oui, c'est pas avec des lunettes 3D, tout ce que tu veux. Mais je trouve qu'on y est déjà. Et quand on imagine en tant qu'entreprise, tu vois, moi, je faisais des formations pour un réseau de plus de 600 personnes, splittées dans toute la France et parfois même en Europe. Bon, quand tu dois faire déplacer toutes ces personnes-là pour aller au final dans une salle de formation, dans un hôtel, je vais dire moyen de gamme, tu vois ce que je veux dire, on a tous fait des formations comme ça, c'est pas toujours des top niveaux. Les gens sont fatigués parce qu'ils ont pris l'avion à 4 heures du mat, etc., etc. Alors oui, c'est sympa de se retrouver, mais il y a plein d'aléas organisationnels qui font que ça se trouve, l'expérience c'est pas génial. Alors que si je suis dans un truc immersif, pensé par, j'en sais rien moi, un supermarché ou une chaîne de maintenance en réalité virtuelle, où tu peux faire les gestes, tu peux apprendre, tu as un formateur qui s'occupe de toi, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, au-delà des économies d'échelle, de l'expérience en fait. Et il y a plein de jeunes notamment pour qui l'expérience en ligne, ils la vivent mieux que nous. Par exemple, la génération Z, voire même Alpha, je crois que c'est ceux qui ont 12-13 ans aujourd'hui, ils sont déjà sur les jeux en ligne, ils ont déjà acheté des avatars en ligne, etc., avant d'avoir acheté une possession physique. Donc pour eux, c'est beaucoup plus naturel que pour nous. Donc à l'avenir, je pense que ça va prendre, en fait, peut-être avec la génération d'après. Mais aujourd'hui, parce que tu nous parles des jeunes générations, évidemment, elle a une capacité à s'approprier ces nouvelles technos, ces nouveaux usages très très vite, parce qu'ils sont nés dedans. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, toi-même en tant qu'ancienne dirigeante, et le fait de côtoyer justement des dirigeants qui s'intéressent à ces nouveaux usages. Comment justement casser ces codes? Parce qu'il y a un poids de la culture, il y a un poids de l'habitude. Tu parlais des séminaires que l'on fait de façon assez classique, dans un hôtel, on se déplace tous ensemble, etc. Finalement, c'est des années et des années à diffuser cette façon de faire. Comment tu les accompagnes justement pour transformer leurs usages? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des gros moments ou des choses exogènes qui nous transforment. On a rappelle tous le Covid, le fait d'être dans le digital. Et là, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on était forcé à faire du digital, mais on n'avait pas les bons outils. Parce que quand tu as fait du Zoom toute la journée, la fameuse Zoom fatigue, tu comprends bien que c'est pas un espace très convivial pour se réunir. Du coup, maintenant, je pense que les gens sont plus mûrs à comprendre l'idée d'un métaverse professionnel, déjà, où quand tu te croises, il y a déjà des choses qui existent très simples, par exemple Gather, G-A-T-H-E-R. Tu as des petits bonshommes, et quand tu te croises, tes deux fenêtres de visioconférence s'allument et tu peux te parler. Donc, tu rajoutes le petit côté, on se croise au bureau. Voilà, donc déjà, on peut tester des usages. Donc, je dirais la première brique, c'est bien sûr former. Moi, j'ai été aussi très rebutée au début par l'univers crypto, que j'avais vu plutôt pour son aspect B2C et un peu, excuse-moi de le dire, les vendeurs de miracles, spéculateurs, genre devenez millionnaire en 5 secondes sur TikTok grâce à crypto. Voilà. Et puis moi, c'est tout ce que je déteste. Enfin, tu vois, je fais pas ça pour ça. Et c'est qu'après que j'ai compris que derrière les crypto-monnaies, il y avait des technologies qui pouvaient aider l'entreprise. Donc voilà, on fait par exemple une conférence ou un petit webinaire Web3 pendant 1 heure, 2 heures, où on défriche tous les concepts, on explique à quoi ça sert, et on montre aussi des cas d'usage business. Parce que par exemple, les NFT, le meilleur usage, ce n'est pas spéculatif. Alors, on définit les NFT avant. Alors, pour définir, c'est compliqué à définir, parce que ça peut avoir plusieurs usages, mais disons que c'est un titre de propriété d'un objet digital. Je vais plutôt vous donner des exemples d'usage et comme ça on va comprendre. Un NFT, ça pourrait être un billet pour un truc événementiel. Du coup, je l'achète, ça va dans mon wallet et c'est sûr que c'est moi qui ai le billet. Je suis pas obligée, tu sais, d'aller dans plein de comptes pour télécharger mon billet en PDF, l'envoyer à quelqu'un qui peut le scanner avant moi avec les problèmes qu'on peut imaginer. Voilà. Un NFT, ça peut être une carte de membre, c'est-à-dire grâce au NFT, je suis identifiée comme membre. Et grâce à cette carte de membre, je peux accéder à des endroits où seul moi peux accéder en tant que membre. Par exemple, à un channel Discord qu'on appelle gated, c'est-à-dire il y a des portes. Les portes s'ouvrent parce que je suis détentrice du NFT. Ça, c'est très pratique quand on y pense. Imagine, tu fais une formation pour tes employés. Tu as un mot de passe, un email, mais l'employé, il peut l'envoyer à 10 personnes s'il veut. Est-ce que tu es sûr que c'est l'employé qui va suivre la formation avec les données sensibles qui sont les tiennes? C'est pas évident, oui. Voilà, les NFT, on peut aussi faire des NFT non transférables. Je le donne à Anthony et ça, tu peux pas le revendre. Tu peux pas spéculer dessus. Donc ça, c'est intéressant aussi si ça devait être un diplôme.
ou un parcours de freelance.com pour dire que tu es un bon freelance ou une entreprise qui traite bien ses freelances. Tu pourrais attribuer des NFT comme ça. Tu vois, donc déjà pour une entreprise, le cas d'usage des NFT, il est pléthorique. Enfin, il y a plein d'idées possibles, soit pour certifier des compétences, soit pour créer des collectifs. Et même un NFT, il peut se transformer avec le temps. Par exemple, un employé, on pourrait dire qu'au début, il a un NFT de telle forme, et puis plus il reste dans l'entreprise, plus il se transforme. C'est comme un peu une carte de fidélité ou un programme de fidélité, ça lui donne droit à des nouveaux accès. On n'est qu'au début, rassure-toi, tout le monde ne fait pas ça. Mais tu vois, il y a des bonnes Justement, pistes. l'idée, c'est de voir comment tu peux aider certaines entreprises en particulier à se lancer, parce que t'en parles très bien, tu donnes des exemples qui sont extrêmement parlants, qui laissent même, je pense, penser à beaucoup qui ne pensaient pas utiliser de NFT, que finalement, ils en utilisent déjà au quotidien. Pour autant, je pense que pour beaucoup d'entreprises, ils comprennent ce qu'ils pourraient en faire, mais souvent, c'est comment y aller. Parce que ça peut paraître assez opaque, on peut être rebuté par une marche technologique, pas avoir les équipes. Comment se lancer finalement ? Alors, donc je disais déjà que tout le monde ait le même niveau d'information. Tu vois, donc on fait une petite sensibilisation comme ça, on va dire une évangélisation, ou tu vois, ou une acculturation. Comme ça, on enlève les idées reçues aussi et on commence à ouvrir les chakras. Après, faut pas trop ouvrir non plus, parce qu'il y a aussi, à partir du moment-là, on se dit, OK, je vais pouvoir faire tout et n'importe quoi avec le Web3. Et là, on va brainstormer et on va regarder, parce que parfois, il y a des choses qui peuvent se faire sans blockchain. C'est pas nécessaire de faire un NFT pour tout. Donc là, on va regarder les options et on va aider l'entreprise à choisir des relais de croissance, parce que par exemple, créer un NFT, ça peut être aussi, ou un objet numérique, ça peut être carrément un produit que tu vends. Demande aux géants de la mode combien ils gagnent grâce aux skins, aux vêtements numériques qu'ils vendent dans les métaverses. C'est hallucinant, mais en fait, comme l'apparence des gens en ligne devient plus importante que leur apparence dans la vie, par exemple, ta photo de profil sur LinkedIn, je suis sûre que c'est quelque chose d'important pour toi. Tu mettrais pas n'importe quoi. Et les gens, ils se baladent avec leur avatar dans des jeux. Ils ont envie que l'avatar, il soit bien habillé et tout. Je crois que Gucci fait plus de ventes sur League of Legends que dans tout son réseau retail. Donc, j'ai pas les derniers chiffres, mais c'est hallucinant. Oui. Du coup, appliqué à des entreprises d'autres secteurs d'activité, je suis sûre qu'on peut trouver des relais de croissance. Il y a un cas d'usage qui est intéressant. Par exemple, pour une PME, ça pourrait être de lever des fonds aussi, parce que c'est pas évident de lever des fonds quand tu es dirigeant. Tu pourrais lever des fonds grâce au NFT, un peu comme du financement participatif, un peu comme un Kiss Kiss Bang Bang, tu vois, ou une cagnotte. Et en fait, du coup, grâce à ça, tu sais auprès de qui t'as levé et tu peux les tenir informés. Donc ça, c'est une idée aussi possible. Donc voilà, on regarde ce qui est faisable ou non. Et après, il faut choisir les bons partenaires pour t'accompagner. Et c'est là que c'est un peu sensible, parce qu'il y a plein de gens qui sont experts, mais experts depuis pas longtemps, parce que dans le Web3 en France, ça fait peut-être 2-3 ans, donc c'est encore assez récent. Aux US, ils ont peut-être 2-3 ans d'avance. C'est pour ça que tu vois, avec Fleet, nous, on réfléchit à un système de NFT, justement, non transférable, où les freelances qui sont chez nous, comme ils suivent nos workshops pour apprendre à coder des smart contracts, etc., ça les rend plus qualifiés sur le marché. Et demain, quand ils vont faire des missions pour nos clients, ils seront qualifiés Fleet. Ils auront un NFT, un label. Et c'est ce qu'on appelle on-chain, sur la blockchain. Et donc, c'est leur réputation en ligne. Je pense que ça, demain, ça va de plus en plus exister. Parce que là où moi, demain, je vais sur LinkedIn, je rajoute n'importe quoi à mon profil, un NFT non transférable qui assesse, qui certifie ta réputation, ta crédibilité, tes compétences, ça a de la valeur. Donc voilà, entourez-vous bien, peu importe par qui vous passez. Demandez aux gens qui ils ont accompagné déjà comme entreprise et comme projet Web3. Des références, les retours d'expérience. Des références. Et après, il y a plusieurs pôles qu'on oublie souvent. Évidemment, il y a la cybersécurité. Donc, par exemple, tout ce qui va être l'aspect développement est important pour bien coder les smart contracts pour qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de possibilité d'arnaque et tout ça. Il y a tout ce qui va être legal au sens large, légal, comptabilité, propriété intellectuelle, le droit, la protection juridique. Donc nous, on a des avocats qui bossent avec nous, par exemple, sur ça. Et enfin, il y a le côté marketing, évidemment, au sens large aussi, interne ou externe, parce que tu as vu tous les renforts de pédagogie que ça demande.
Si tu crois que tu peux lancer un projet NFT comme ça et y aller en parler dans les journaux, tu risques de te faire un petit peu recevoir. Il faut préparer le terrain, il faut expliquer pourquoi tu le fais. Il y a même des entreprises qui ont eu des backlash parce qu'on va dire, je sais pas moi, des gens qui connaissent pas encore trop l'univers vont dire c'est pour la spéculation, c'est pas écolo, alors qu'en fait il y a eu des gros efforts de fait, par exemple sur ce sujet. Donc voilà, c'est un peu 360. C'est ce qui est intéressant aussi, ce qui fait qu'on parle à toutes les directions dans l'entreprise. Et après, oui, voilà, en fonction de quel est ton rôle dans l'entreprise, tu vas être impacté différemment. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être les trois personnes à qui on parle le plus, c'est les dirigeants, évidemment pour le côté stratégique, mais aussi pour le côté gouvernance, parce qu'on voit bien que il y a une autre tendance, c'est les DAO, Decentralized Autonomous Organization. Et en fait, c'est des organisations décentralisées sur le principe de vote, où il n'y a plus vraiment un chef et des suiveurs. Tout le monde peut proposer des choses et tout. Donc ça, c'est une tendance de gouvernance horizontale qui est intéressante. Je pense que de plus en plus d'employés ont envie de prendre leur voix au chapitre, donc ça peut les concerner. Deuxième persona, le DRH, évidemment. Parce qu'avec la blockchain, tu as beaucoup de façons de certifier des compétences, de recruter dans le métaverse, de payer les gens aussi. Parce que aujourd'hui, je crois que c'est encore interdit de verser en France un salaire en crypto-monnaie, mais on se rend compte que ces paiements en crypto, ça a plein d'avantages aussi. C'est immédiat, c'est traçable, c'est infalsifiable, etc. Donc on ne sait pas, demain, il y aura sans doute des outils qui vont émerger où on pourra se payer en euros grâce à la blockchain, peut-être, enfin, je ne sais pas. Et enfin, le troisième persona, c'est le directeur marketing, bien sûr, qui va avoir, grâce au Web3, des idées de produits à créer et surtout qui va pouvoir repenser sa stratégie de communauté, faire en sorte que ses clients deviennent une vraie communauté et peut-être construire des choses avec eux. Donc tu vois, c'est les trois fonctions que je vois les plus touchées. Et peut-être aussi tout ce qui est supply chain, avec la certification grâce à la blockchain, et aussi bien sûr le CTO, j'en parle même pas, mais tout ce qui est dev, technologie, cybersécurité. Il y en a pour tout le monde alors. Voilà, ouais, en fait il y en a pour tous les goûts, tu me diras Anthony. Merci beaucoup Flavie, je pense que tu nous as ouvert pas mal de perspectives et j'espère donner pas mal d'idées à ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que toutes les interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast. À bientôt.